Bonjour à tous, rebonjour pour ceux qui ont suivi la première conférence ce matin consacrée à la crise sanitaire. On va maintenant entamer une deuxième conférence toujours consacrée aux conséquences et à la gestion de cette crise sanitaire avec 3/4 d'heure qui vont être consacrés davantage à la façon dont le plan de relance va se mettre en place et d'analyser le contenu de ce plan de relance et son effectivité. Alors, pour discuter de tout ça, je vais vous présenter les 4 intervenants de cette deuxième conférence. Alors, Jean-Charles Coulas est vice-président de la métropole de Lyon et administrateur du Citral. Merci d'être avec nous, Monsieur Coulas. Christophe Fanichet est PDG de SNCF Voyageurs, l'une des SA du groupe SNCF. Merci, Christophe Fanichet, d'être avec nous. Stéphane Espinas, vous êtes président directeur général d'Iveco, un industriel bien connu du transport public, et vous nous direz notamment en quoi les industriels espèrent beaucoup de ce plan de relance. Et puis Marc Tapinuti, directeur général de la DGITM. Merci Marc de nous avoir rejoints ce matin. Beaucoup de questions vous seront posées, je pense, par nos différents intervenants. Plan de relance. Et je pense que vos réponses sur le rythme, sur le contenu, et sur peut-être l'évolution du plan de relance en 2021 sont très attendues. Je voudrais tout de suite me tourner vers vous, Jean-Charles Coulas. Merci de nous avoir rejoints ce matin. J'ai cru comprendre qu'il y avait eu pas mal de perturbations liées au vote électronique hier à la métropole. Merci d'être avec nous ce matin pour aborder ces questions-là. On a entendu tout à l'heure le ministre annoncer un 4e appel à projet. Il a rappelé aussi un certain nombre de sommes qui étaient consacrées au plan de relance. Ma question est toute simple. Est-ce que ça vous suffit? Est-ce que vous êtes content de toutes ces annonces? Bonjour à vous d'abord, merci et je vous prie d'excuser effectivement Bruno Bernard, le président de la métropole et du Citral, qui effectivement préside actuellement le conseil de métropole qui a été prolongé. Je ne vais pas vous surprendre, non, je suis particulièrement déçu d'abord par le plan de relance. Le plan de relance, c'est 100 milliards d'euros, c'est par exemple 9 milliards d'euros sur l'hydrogène et l'avion vert pour dans 15 ou 20 ans. Et c'est 330 millions d'euros seulement pour les transports du quotidien hors Paris. Je parle bien en termes d'argent frais, pas d'avance remboursable. 330 millions d'euros, c'est vraiment une peau de chagrin. Pour les transports en commun de la métropole de Lyon, la perte de recettes liée à la crise de la pandémie, c'est 100 millions d'euros. La perte du versement mobilité, ce sera sur plusieurs années, ce sera sans doute aussi plusieurs centaines de millions d'euros. Et donc, ce n'est pas ce plan de relance qui va nous permettre de passer la crise. Avant la crise, nous avions un projet d'investissement sur le mandat de 3 milliards d'euros pour les transports en commun de la métropole de Lyon. Nous avons déjà descendu ce plan d'investissement à 2,5 milliards d'euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire moins de projets de tramway, de sites propres de bus, de métro, donc moins de chantiers pour des entreprises du bâtiment travaux publics. Et ça veut dire aussi, là je m'adresse à Monsieur Espinas, moins de commandes de véhicules propres pour des entreprises françaises comme Alstom, comme Iveco Bus. Nous avions des projets de bus électriques, de bus à bio-GNV pour transformer notre flotte. Là aussi, nous allons devoir réduire la voilure et je ne crois pas que ce soit comme ça qu'on relance l'économie française. Puisque vous nous invitez à questionner tout de suite Stéphane Espinas. Stéphane Espinas, je crois que vous nous avez rejoint. Vous dirigez Iveco. Concrètement pour vous, vous êtes plus inquiet que rassuré par le plan de relance? Alors, effectivement, de notre côté, tout d'abord, on a été très impacté dernièrement par cette crise. Si on prend l'année 2020, nous avons observé un fort ralentissement des demandes. Et je peux dire que notre visibilité actuelle des appels d'offres lancés pour des livraisons en 2021 laisse apparaître un recul d'au moins 30% du volume par rapport à 2020. Et concrètement, nos carnets de commandes se sont effondrés de 45% et l'année 2021 donc s'annonce comme celle de tous les dangers. Après avoir fermé nos usines 6 semaines au printemps dernier, mais à cette époque-là, c'était lié à la mise en place des protocoles sanitaires. Aujourd'hui, la situation a évolué de manière importante puisqu'on va refermer notre site industriel pendant 5 semaines en cette fin d'année 2020 et début janvier 2021.
Et nous avons moins de 2 mois pour sauver la fin du premier semestre 2021 et moins de 6 mois pour sauver toute l'année 2021 en raison de ce manque de visibilité. Donc, manque de visibilité sur les acquisitions. Vous pensez aussi à l'étape d'après, c'est-à-dire il y a une question de court terme, hein, 2 mois, 6 mois, mais il y a aussi à plus long terme, tel que les débats de la première conférence le posaient, la nécessité de conforter le transport public sur la longueur parce que la transition écologique et parce qu'il faut espérer aussi qu'il y aura une évolution des comportements de mobilité. Stéphane Espinasse? Absolument, enfin, je suis tout à fait. Donc, de notre côté, oui, vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Vous m'entendez? Très, très bien, allez-y. Donc, oui, effectivement, de notre côté, nous sommes prêts pour la transition écologique. En fait, le vrai sujet, c'est cet accompagnement dans cette transition, ce manque de visibilité. Et pour nous, en fait, le vrai sujet, c'est passer l'année 2021. On est parfaitement prêt au niveau des énergies alternatives, au niveau du digital. Et donc, le sujet, c'est de travailler ensemble en filière. C'est ce que l'on a initié depuis plusieurs semaines, et ça s'est concrétisé la semaine dernière par une réunion entre les ministres délégués Agnès Pannier-Runacher et le ministre Jean-Baptiste Djebbari. Donc l'objectif, c'est avec l'ensemble de la filière, c'est-à-dire les autorités organisatrices, les opérateurs, mais également les centrales d'achat, de vérifier comment on peut passer l'année 2021 pour effectivement rebondir et continuer à s'adapter dans cette transition énergétique où, encore une fois, l'ensemble de la filière est prête. Il faut juste confirmer la visibilité. Jean-Charles Coulas, vous évoquiez tout à l'heure le report d'un certain nombre d'investissements. Ce que vous nous dites d'une certaine façon, c'est que le contrat de confiance qui est passé avec vos concitoyens, il pourrait être affecté par ces réductions de budget. C'est ça qui vous inquiète? Vous savez, on est sur de la gestion de l'argent public. Donc, on a un budget avec des recettes et des dépenses qu'on peut faire en fonction des recettes. Si les recettes baissent fortement et durablement, on est obligé de diminuer les dépenses. Et nous avons que 2 lignes de dépenses. Soit on diminue le niveau de service, donc on diminue le nombre de véhicules de transport collectif qui circulent, on diminue la fréquence, on diminue l'amplitude, et du coup, on va réaugmenter le nombre de voitures individuelles et réaugmenter la pollution. Nous faisons partie des 10 zones pour lesquelles la France a été condamnée pour dépassement des particules fines et des polluants. Et donc, on va augmenter et donc faire plus fortement condamner la France derrière. C'est la première piste. La deuxième piste, c'est ralentir nos investissements. Et ralentir nos investissements, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est nuire à l'économie française, aux entreprises de bâtiments travaux publics locales et aux entreprises de véhicules de transport qui sont nationales. J'en ai cité 2, mais il y en a effectivement d'autres. Merci. Marc Papinutti, bonjour. Vous avez entendu à l'instant donc un grand élu. Le Citral est une très grande autorité organisatrice qui fait référence en France, un grand industriel qui assure de nombreux emplois dans la filière de construction des bus, et tous les deux semblent inquiets de ce plan de relance alors que vous avez mis un certain nombre de centaines de millions sur la table. Est-ce que vous pourriez nous donner un peu votre appréciation de la période et votre lecture de cette divergence d'appréciation? Bon, tout d'abord, bonjour et merci. Premier point, moi je crois, et on est tous conscients, qu'il y a un sujet qui était probablement le sujet de votre première table ronde, c'est de redonner confiance aussi aux gens à reprendre les transports collectifs. Je crois que c'est notre première étape. Avant tout de suite de dire que le plan de relance n'est pas suffisant, il faut d'abord qu'on retrouve les taux majeurs. Je dois dire qu'aujourd'hui, même en Ile-de-France, aujourd'hui, on est à presque 100% d'automobiles et on n'est pas du tout au taux, on pourra demander à Christophe tout à l'heure, dans ces taux-là à Transilien ou dans le transport collectif. Ça, c'est le premier sujet. Nous sommes intervenus, non pas dans le cadre du plan de relance, mais dans les cadres des avances qui ont été annoncées, qui ont été votées, qui sont en PLFR pour certaines. Donc ça, c'est la première partie. Dans la deuxième partie du plan de relance, il y a 2 sujets un peu séparés. On n'intervient pas sur l'exploitation. Je crois qu'il faut qu'on se
clarifie bien sur ce sujet. On joue sur l'investissement. D'une part, pour le ferroviaire, sur les grandes infrastructures à maintenir pour garantir le même niveau, et ça c'est pour que les TER demain continuent de rouler en qualité, sur des petites lignes aussi, pour permettre aussi un autre sujet. Et sur le transport urbain, le ministre l'a annoncé, on relance un nouvel appel à projet. Donc sur la partie investissement, sur lequel moi je pense que le plan de relance est très orienté, c'est quand même un plan de relance majoritairement, c'est pour permettre de garantir les investissements. Donc, par rapport à la première réflexion sur les transports publics tels que ça a été cité et des investissements d'infrastructures de transport public. Ensuite, le deuxième sujet sur 2021, je l'entends bien, il y a des investissements de modernisation, il y a des visions, j'allais dire long terme, qui est pour garantir le long terme, mais c'est pour garantir au-delà même de 2021 un certain nombre de choses. Et puis il y a ce sujet court terme, cette crise court terme qu'on a vue en 2020, dont on peut se dire que 2021 sera encore une autre période de crise, et c'est rassurer la confiance. Je pense que rassurer la confiance, ça ne sera pas que de l'argent. C'est peut-être au contraire des campagnes et des travaux comme on fait ensemble ici, et avec beaucoup d'acteurs pour que les gens reviennent. Ça sera la première nature des recettes. Et après, il y a des problèmes structurels sur lesquels moi je ne travaille pas directement, c'est le télétravail, c'est la réaction que pourront avoir les entreprises au versement ex-transport, maintenant versement mobilité, pour les transports urbains, qui peut être un dernier sujet. Ce n'est pas que de l'argent du plan de relance qui pourra se substituer à ces sujets qui sont les sujets fondateurs de notre équilibre de transport collectif tel qu'on l'avait trouvé aujourd'hui. Dernier point, on n'a pas mis que les transports collectifs, vous le savez aussi, on a mis un petit peu d'argent pour le vélo et on a mis aussi de l'argent dans des fonds que les préfets vont gérer pour des aides d'État toutes particulières, pour des contrats particuliers. Et je pressens que là aussi, pour des constructeurs, il y aura des sujets. Voilà ce que je voulais dire à chaud, en ne sous-estimant pas la partie durable de cet équilibre à transformer. Et Philippe Duron va nous travailler sur ce sujet avec vous tous, parce que je crois que se restaurer cette confiance est la première étape, et ce n'est pas simplement que de l'investissement. Manifestement, effectivement, si on entend bien ce qui s'est dit lors de la première table ronde, il y a de la porosité entre les questions de trésorerie à court terme, de compensation des pertes de recettes, et puis les questions de relance, d'investissement. Il semble que les réseaux de province, que d'une certaine façon Jean-Charles Coulas représente aujourd'hui, sont inquiets du traitement qui leur est réservé à court terme sur la compensation de ces pertes. Est-ce que ça peut aussi être un élément en 2021 de nature à rassurer ces autorités organisatrices qui ont des problèmes, elles ne peuvent pas être en déficit, qui ont des problèmes tout simplement de bilan et de budget? Marc Virginie. Le plan de relance avait été défini plus sur de l'investissement aujourd'hui. C'est bien les interventions d'exploitation d'une autre nature. Évidemment, on va entendre, je crois que sur le versement mobilité, dès le début de la crise, le GART était présent. Je peux rendre hommage à la présence. Île-de-France Mobilité était aussi très présent. Nous avions été alertés. Et puis la deuxième partie, c'est l'absence de recettes, qui a été aussi une alerte de deuxième nature. Maintenant, on est en train de préparer, d'une part, et moi je tiens beaucoup à cette vision, que le long terme puisse tenir, c'est-à-dire que l'investissement puisse continuer, et j'entends bien les sujets tels qu'ils ont été dits, et nous réétudierons évidemment le fonctionnement, parce que nous serons évidemment à l'écoute. C'est pas pour autant que la réponse sera immédiate et simple, vous le savez aussi. Mais avec le dernier point, c'est que je voulais dire, c'est d'abord qu'on ait un plan collectif pour restaurer la confiance. Et deuxièmement, qu'à côté de ce plan collectif de restaurer la confiance, il y a le travail avec aussi les autres cofinanceurs, que sont les entreprises par rapport au télétravail, parce que c'est aussi une crainte que nous pouvons avoir si les choses se structurent très différemment. Jean-Charles Coulas, par rapport à ce que vient de dire le directeur général de la DGITM. Alors, plusieurs éléments. Effectivement, Île-de-France a été particulièrement bien servie. Marc Papinucci l'a dit, ils ont été présents.
le GART qui a représenté toutes les autres autorités organisatrices de la mobilité aussi, malheureusement a constaté qu'il n'y avait pas le même niveau du tout de compensation pour les autres AOM. Alors, la métropole de Lyon est sans doute pas la plus à plaindre. Elle est effectivement très forte, comme Île-de-France Mobilité. On va diminuer effectivement notre voilure, mais on a quand même encore beaucoup de marge de manœuvre. Quand j'ai parlé de 2,5 milliards d'euros d'investissement sur le mandat, c'est le double du mandat précédent. Je pense à toutes les autorités organisatrices de la mobilité que je représente un peu ici au nom du GART, qui n'ont pas les mêmes épaules que les grosses AOM et qui, elles, vont effectivement beaucoup souffrir. Et en réaction à ce qu'a dit Marc Papinutti, oui, l'évolution de la mobilité est un questionnement et le travail de Philippe Duron, que je connais bien par ailleurs, va être un travail intéressant sur la métropole de Lyon. Nous avons lancé une étude dès le début du premier confinement pour accompagner cette évolution. Mais cela dit, qu'est-ce qu'on souhaite faire à cette occasion? Est-ce qu'on souhaite en profiter pour garder un niveau de service de transport collectif très fort et pour faire du report modal de la voiture particulière vers les modes actifs, en maintenant un 100%, voire un peu plus de transport collectif et donc diminuer la part de la voiture particulière en diminuant l'espace de la voirie, etc. Ou est-ce qu'on souhaite subir et constater qu'effectivement les transports collectifs ont perdu de la confiance, ont perdu des clients parce qu'il y a du télétravail et du coup que la voiture est à 100, 110, 120% comme dans certaines de nos agglomérations. Là, il y a vraiment un enjeu et je pense qu'on a l'occasion, avec cette évolution de la mobilité, avec ces pertes de confiance globales, etc., non pas seulement de subir et de constater, mais d'essayer d'orienter l'évolution et la reprise de la mobilité de nos concitoyens vers des modes plus respectueux et donc de diminuer la pollution. Et moi, je reviens là-dessus. Ça va coûter très cher à l'État français la condamnation par l'Europe sur les dépassements de seuil de pollution si on n'utilise pas cette période pour transformer le comportement de nos concitoyens. Merci beaucoup. Je vais demander à Christophe Fanichet, d'une certaine façon, il y a un micro qui pose problème, voilà. À Christophe Fanichet, finalement, le débat s'oriente vers court terme, long terme. Marc Papinutti insiste sur la nécessité de ménager les investissements pour continuer à préparer le monde de demain, mais vous êtes vous aussi à SNCF Voyageurs largement impacté par la très grosse baisse de fréquentation. Il faut à la fois gérer le court terme et préparer le long terme. Comment vous faites à SNCF Voyageurs pour gérer cette difficile équation? Merci beaucoup Gilles. Moi, je partage l'ensemble des éléments qui viennent d'être donnés. Hein. En fait, c'est un juste équilibre qu'il faut que nous trouvions entre court terme et moyen et long terme. Et on sait tous que le moyen et long terme, c'est les investissements. Nous, ce que l'on dit, c'est un point que nous partageons avec, bien sûr, la DGITM, mais aussi avec l'ensemble des autorités organisatrices de transport, avec qui on fait un travail, et c'est un travail conjoint. On parlait de confiance. Cette confiance, elle passe d'abord par le travail que nous faisons avec chacune des autorités organisatrices de transport. C'est le travail aussi que nous faisons avec l'État et la DGITM. Et si je donne quelques chiffres, hein, comme ça a été le cas par mes autres collègues, aujourd'hui, à la fin du mois de septembre, nous avons perdu un peu plus de 5 milliards de chiffre d'affaires pour la SNCF. Donc, c'est une perte colossale. Cette perte colossale, elle est expliquée bien sûr par la pandémie, elle est expliquée par le changement des comportements. Effectivement, les gens font plus de télétravail, il y a du confinement. Et puis, alors qu'on aborde la période de Noël et des déplacements, on voit bien que les Français sont en train de changer de mode de mobilité, en tout cas de mode de consommation de cette mobilité. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est que sans attendre le plan de relance, on a d'abord fait un plan d'économie extrêmement drastique pour l'ensemble de l'entreprise, de l'ordre de 1,8 milliard d'euros sur l'ensemble de nos dépenses, avec le report d'une partie de nos investissements, bien évidemment, mais aussi surtout de dépenses de fonctionnement, afin de pouvoir passer cette crise que nous espérons conjoncturelle jusqu'à l'arrivée du vaccin. Et surtout, un autre point, c'est que nous avons voulu conserver cette mobilité pour les Français et garder une politique commerciale extrêmement volontariste. Comme vous le savez, avec les autorités organisatrices, nous avons maintenu les plans de transport. Nous avons tout fait pour que les conditions de transport des Français soient améliorées par des désinfections régulières de tous nos trains, par le port du masque, etc. Et puis, nous avons eu ce plan de relance, tel que l'a évoqué Marc Papinutti. Ce plan de relance, il était absolument indispensable
pour préserver l'avenir du système ferroviaire. Aujourd'hui, l'investissement, c'est le moyen et long terme, et ce qu'a fait l'État avec ce plan de relance est d'un très grand secours pour l'entreprise, car ça a permis, grâce à la grande implication de l'État, de montrer qu'il fallait continuer à investir dans ces mobilités propres, dans ces mobilités écologiques que l'on appelle tous de nos voeux. Et la SNCF, comme vous le savez, a pu bénéficier d'un plan de relance de 4,7 milliards d'euros. Ces 4,7 milliards d'euros, ils sont essentiellement là pour poursuivre les investissements sur le réseau, quel qu'il soit, en particulier le réseau le plus circulé. Il est là aussi pour le fret, et comme vous le savez, il est là également pour les petites lignes ainsi que pour les trains de nuit. Et donc l'État, par ce plan d'investissement, il préserve la mobilité durable dans le moyen et long terme. Pour autant, pour la SNCF et pour voyageurs en particulier, ben nous, ça nous oblige à, je dirais, réinventer cette mobilité. Aujourd'hui, les Français, ils sont confinés, on les déconfine pas à pas. Et donc, nous, on a une nouvelle politique, une politique de petit prix habituelle dans notre entreprise. Mais par exemple, nous avons ouvert la possibilité de l'échange de remboursement jusqu'à la dernière minute. Nous, notre objectif, c'est être le plus incitatif possible pour que les Français continuent à utiliser ces mobilités vertes et éviter de prendre leur voiture, car on me parle souvent de concurrence en tant que président de voyageurs, mais nous, notre première concurrence, c'est la voiture. 9 sur 10 prennent la voiture. Et nous, notre objectif, c'est de les faire prendre le train, continuer à prendre le train. Et on a perdu plus de 30% de nos voyageurs. Aujourd'hui, si je vous fais le chrono, on a à peu près 5 millions de voyages tous les jours, en temps normal. Aujourd'hui, on a perdu entre 1 million et 1,5 million de voyages tous les jours qui ont disparu. Tout simplement, c'est le télétravail, comme vous le rappeliez, Gilles Dansart, mais c'est aussi le fait que les gens prennent leur voiture. Et là-dessus, il faut que nous, en tout cas, en tant qu'entreprise SNCF, nous allons tout faire pour pouvoir regagner ces parts de marché. Je pense que ça passe par la confiance. La confiance, c'est tout ce que nous faisons face à l'épidémie. Et puis, ça passe par, moi, ce que j'appelle pour SNCF Voyageurs, la réinvention de cette mobilité. Je pense qu'on est dans cette obligation de le faire. Donc, vous êtes effectivement alignés tous les deux, Marc Papinutti, Christophe Fanichet, sur la restauration de cette confiance, faire en sorte que les Français reviennent, en l'occurrence, vers le train et le transport public en général. Est-ce que vous avez un calendrier, Christophe Fanichet, pour passer ce trou de trésorerie que vous occasionne la baisse de fréquentation? Qu'est-ce que ça donne quand vous faites des simulations sur l'ensemble de vos trafics à SNCF Voyageurs? Alors, nous, ce qu'on a fait comme projection, la projection qu'on a faite, c'est qu'on s'est dit que le vaccin allait véritablement arriver à l'été 2021. Et nous, ce que l'on a fait, c'est deux choses très particulières. Avec les autorités organisatrices de transport régionales, on a construit le plan de transport de cette fin d'année et on est en train de construire le plan de transport du premier semestre 2021. Sur la partie des trains dont nous avons la responsabilité directe, je pense en particulier au TGV, ce que l'on a fait, c'est qu'on a adopté une méthode qui est assez simple et qu'on partage avec les vice-présidents transport au sein de Région de France. C'est une méthode qui consiste à dire on va observer quelle est la demande et puis on va adapter le plan de transport à cette demande en ayant toujours le souci de mettre plus d'offres que véritablement la demande qui nous est demandée. Et ça nous a conduit aujourd'hui à remonter le plan de transport pratiquement à son nominal pour les fêtes de fin d'année. Et ça nous amène, pour la rentrée, à avoir un plan de transport qui est pratiquement le double de celui que nous avons aujourd'hui dès le mois de janvier. Donc ça, c'est pour le plan de transport. La deuxième chose, c'est les travaux que nous conduisons sur la tarification de nos billets de train. Et nous sommes en train aujourd'hui de faire un programme qui s'appelle Easy TGV pour regarder comment on va pouvoir simplifier notre tarification et essayer d'attirer le plus possible nos voyageurs. Merci beaucoup, Christophe Fanichet. Quelques questions qui commencent à arriver. Il y en a une pour vous, Marc Papinutti. Dans le cadre du nouvel appel à projet mobilité durable, l'investissement en matériel n'est pas éligible. Peut-il être prévu dans le cadre de l'enveloppe pour le verdissement d'aider les AOM ou les opérateurs pour l'acquisition des véhicules de transport public à faible émission? Je pense que c'est notamment une question qui intéresse aussi Stéphane Espinas. Est-ce que vous avez une réponse sur la prise en charge des dettes pour l'acquisition de véhicules?
on est en train de caler sur la filière, notamment autocar, bus, les aides correspondantes hein, qui rentrent dans la logique de filière et dans la décarbonation. Donc là, oui, il y aura des sujets de cette nature, ça paraît assez légitime et c'est une demande forte si on veut assurer une moindre pollution de l'air. De même, ça a été cité tout à l'heure dans les ZFE, on voit qu'il y a des ZFE où il y a des efforts spécifiques qui sont faits par les organisations. Oui, et on aide aussi sur la décarbonation des véhicules particuliers. Enfin, je ne trouve pas non plus qu'on oublie ce volet-là. Et moi, je dirais un troisième point, on parlait beaucoup il y a quelques années du partage de la voirie. Je pense que le bon côté du Covid, c'est qu'on a expérimenté des choses. Dans notre cas, ça a été le vélo, mais ça peut être aussi par rapport au transport collectif ou au covoiturage ou aux voies réservées. On peut avoir beaucoup d'inventivité aujourd'hui. On a aussi prévu des choses là-dessus. Qu'on soit inventif et pas dans le modèle où on met 4 ans à faire la voie réservée bus ou la voie réservée covoiturage. Parce qu'on a aussi ces modes collectifs qu'il faut faire réapparaître très vite, puisqu'ils ont été un peu par la crise sanitaire très fortement ralentis. Donc, ce que vous voulez dire, c'est que notamment pour la création de ces voies soit réservées, soit partagées, il faut que ça aille plus vite, y compris quand l'État est lui-même à la manœuvre. Exactement. Et en plus, je continue de penser que ce qu'on a fait pour le vélo avec les voies de transition, c'est-à-dire essayer, expérimenter, c'est aussi une méthode. Et on les a montées des fois en 15 jours ou 3 semaines. Et je remercie toutes les AO qui ont participé volontairement ou involontairement à cet exercice. On a vu immédiatement un résultat et on a pu corriger les choses. Alors que si on était, comme on est dans une méthode classique, une voie réservée vélo, c'est 2 à 3 ans, 4 ans, et une voie réservée transport collectif, j'en connais quelques-unes où c'est aussi des temps assez longs. Donc je pense qu'il faut qu'on se remette dans notre idée qu'on doit être aussi une certaine agilité et ne pas être sur notre simple modèle classique transport très lourd. Jean-Charles Coulas, cette crise, paradoxalement, c'est aussi un accélérateur peut-être de façon de faire et un accélérateur de chantier, de travaux? Oui, bien sûr, mais je voudrais rassurer Monsieur Papinutti, les autorités organisatrices de la mobilité se sont toutes mobilisées depuis le début de la crise. Effectivement, dans ce qu'il a cité, ce qu'on appelle l'urbanisme tactique, la création de voies cyclables, de voies réservées bus de manière transitoire, et le transitoire allant devenir définitif. Nous, on en a fait beaucoup effectivement sur la métropole de Lyon, et on a encore en projet de développer beaucoup d'équipements cyclables, pas seulement d'ailleurs des voies cyclables. On a un projet de réseau express vélo, mais aussi du stationnement sécurisé, etc., etc. On ouvre nos premières voies réservées covoiturage la semaine prochaine sur l'autoroute, l'ancienne autoroute A6, A7 que tout le monde connaît et qui traverse Lyon, et c'est une première expérimentation. Il y a d'autres projets à venir derrière. Je crois qu'on est lancé et toutes les AO de toutes les agglos de France et même les petites AOM rurales sont lancées dans cette démarche-là. Le souci, c'est qu'effectivement, on est aujourd'hui freiné par la baisse des recettes qui est liée directement à la crise. Et malheureusement, c'est même pas l'appel à projet dont on a parlé tout à l'heure, que le ministre a dévoilé tout à l'heure, qui est bon à prendre, hein, 450 millions d'euros sur des TCSP, on va pas cracher dessus. Sauf que je rappelle qu'en 2007, Nicolas Sarkozy avait promis 4 milliards d'euros pour les TCSP en 10 ans. Avec ce 4e appel à projet, on atteint péniblement les 2,2 milliards d'euros en 15 ans. Donc, mon souci, c'est que globalement, toutes les autorités organisatrices de la mobilité, depuis 15 ans, sont là. Elles sont présentes et elles répondent présent, et encore plus pendant la crise. Et que malheureusement, force est de constater que l'État est pas à la hauteur de ce qu'il a promis. Je ne parle pas de ce que nous attendions, c'est simplement de ce qu'il a promis. Et si nous voulons effectivement, et je crois que c'est normal que les collectivités et les AOM soient en première ligne, et je crois que l'État doit compter et peut compter sur nous, notamment pour des zones à faible émission, pour réduire la pollution. Mais s'il n'est pas là en soutien avec les AOM, je pense qu'on risque effectivement d'avoir du mal à redonner la confiance. Parce que pour redonner la confiance dans les transports collectifs, il faut qu'il y ait suffisamment de transports collectifs pour que les gens se sentent, on va dire, tranquilles dans les transports collectifs par rapport aux risques sanitaires. Et voilà, si on manque de moyens, il y aura moins de transports collectifs. Christophe Fanichet, c'est le choix que vous avez fait, c'est-à-dire maintenir un certain niveau d'offre pour ne pas retrouver
des niveaux de densité ou des taux de remplissage trop importants. C'est ça aussi le retour de la confiance, comme le disait Jean-Charles Coulas, assurer un minimum d'offres pour ne pas que les Français se détournent du transport collectif. C'est exactement ça. Nous, notre objectif, et on a été au rendez-vous, nous, au sein de la SNCF, depuis le début du confinement, il y a toujours eu des trains, et il y a toujours eu plus de trains que véritablement la demande qu'il y avait. Nous, on est convaincus que cette confiance, elle passe par le fait que nous sommes une entreprise d'utilité publique, hein, je le répète régulièrement, et nous faisons de notre offre le fait qu'il faut que les Français puissent prendre des trains. Même pendant tous les confinements, nous avons maintenu ces trains. Même pendant le confinement que nous venons de passer, il y avait 30% des TGV qui circulaient. Et pour autant, dans ces 30% des TGV qui circulaient, il y avait moins de 40% de taux d'occupation. Pour autant, nous, on pense qu'il faut qu'on traverse cette crise conjoncturelle. Il est important et c'est très difficile à passer financièrement. Je pense qu'on le partage avec Jean-Charles Coulas, hein, cette difficulté conjoncturelle à passer. Et on connaît tous les sujets de plan de relance. Pour autant, je pense que la confiance, elle passe par le fait que nous sommes là au moment où les Français ont besoin de nous. Et donc, on a mis plus d'offres. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. C'est ce que nous ferons également au premier semestre 2021. Néanmoins, il faudra que nous nous réinventions. Et je pense que les Français sont aussi en train de changer d'habitude, en particulier pour leur mode de déplacement. On le voit bien. Effectivement, une question qui est posée par Alexandre Lagier. Au vu de la crise actuelle et afin d'aider la filière française, les entreprises comme Iveco, c'est pour vous Stéphane Espinas, peuvent-elles s'engager à faire travailler des sous-traitants français et pas étrangers, comme information voyageurs, vidéoprotection, sièges, etc. Est-ce que c'est un engagement que vous pouvez prendre peut-être pour convaincre encore davantage les pouvoirs publics de vous faire confiance? Peut-être activer votre micro. Cette semaine, on a une rencontre sur la communauté. Normalement, il est activé. Vous m'entendez? C'est bon, allez-y. Vous m'entendez? Oui, très bien, allez-y. Donc, oui, je confirme, on a effectivement cette démarche-là, on l'a depuis le printemps. Cette semaine encore, sur la communauté d'agglomération à Annonay, on rencontre des sous-traitants locaux pour essayer de les aider, des nouveaux, des futurs, des sous-traitants que l'on a de longue date qui sont en difficulté. C'est effectivement une démarche qui nous paraît importante et que l'on mène depuis déjà, encore une fois, le printemps. Et on va continuer au cours de l'année 2021, puisque nous-mêmes, on voit bien toute la difficulté. Si vous permettez, je souhaiterais rebondir en disant qu'on voit tous ces projets et le nerf de la guerre sera le financement, on le voit bien. Du coup, ce qu'on essaye de construire, c'est une approche en filière pour être certain qu'un euro dépensé dans le plan de relance puisse être un euro utile pour les autorités organisatrices, pour les usagers évidemment, mais derrière aussi pour l'ensemble de la filière, les opérateurs, les industriels et les sous-traitants que vous venez de citer ou qu'on vient de citer. Et en fait, c'est ça qui va être important d'arriver à calibrer dès les prochaines semaines, qu'un euro dépensé soit un euro utile pour l'ensemble de la chaîne. Et je voudrais juste signaler, puisqu'on parle des enjeux, les enjeux, c'est aussi de ne pas trop s'emballer, de ne pas aller trop vite et de dépenser utile. Donc ça, c'est un message fort que je souhaitais passer aujourd'hui et ce sera valable pour, encore une fois, toute la filière. Et c'est dans cette démarche que l'on a essayé de s'inscrire depuis plusieurs semaines, en mettant autour de la même table, encore une fois, les autorités organisatrices, les opérateurs, les centrales d'achat, les industriels, les sous-traitants. Et cette démarche devrait permettre, encore une fois, qu'un euro dépensé soit un euro utile. C'est le leitmotiv des prochaines semaines. Merci Stéphane Espinas. On s'aperçoit en fait qu'il y a plusieurs débats dans le débat. Il y a un débat sur la confiance, il y a un débat sur le fait d'encourager une industrie non délocalisable, hein. C'est un peu ce que disent les intervenants, et de faire en sorte que la filière industrielle française soit de fait un peu privilégiée, même si tout à l'heure Thierry Mallet l'expliquait, tout ça se joue au niveau européen. Et puis il y a une troisième aussi façon de voir les choses, c'est le niveau européen et le niveau développement durable. Une question justement à ce propos-là. L'Europe a des ambitions très fortes de réduction des émissions de GES et la France est menacée de lourdes condamnations pour non-respect de la qualité de l'air sur de nombreuses zones urbaines. Jean-Charles Coulas aurait quasiment pu poser cette question.
Est-ce que les efforts de l'État sont à la hauteur des ambitions et de la nécessaire réduction des émissions du secteur des transports par un report modal vers le ferroviaire, fret et voyageurs et le transport public urbain? Marc Papinutti, c'est une question pour vous, ça. Bon, 3 points peut-être sur le sujet. Sur les ZFE, on a depuis beaucoup d'années quand même travaillé, y compris avec les collectivités, pour, je me souviens assez bien, il y a 2 ans d'un pacte qui avait été co-signé par beaucoup de collectivités, celles qui étaient les plus directement touchées. L'État, pour sa part, donc on a d'un côté les émissions de véhicules individuels et dans la métropole, pour parfois d'autres émissions, je ne suis pas le spécialiste des émissions. Donc on a travaillé là-dessus sur deux points. Un, pouvoir mettre en place des contrôles sanctions automatiques pour lorsqu'on va filtrer demain, que les collectivités aient le moyen de faire des contrôles et des règles intelligentes, donc du contrôle sanction automatique pour limiter les types de véhicules qui rentrent. Et derrière, deuxième sujet, avoir aussi, ce que je disais tout à l'heure, la voie réservée, parce qu'il n'y a rien de plus simple pour diviser par 2 les émissions que d'être 2 dans la voiture, quitte que ce soit du covoiturage. Donc tous ces systèmes sont relativement simples. Il faut juste qu'on passe les premières étapes qui sont de mettre en place, nous, État, le système de contrôle-sanction pour permettre aux collectivités de le faire très très bien. Après, il y a évidemment la deuxième partie, c'est la prime à la conversion, les primo-conversions, qui sont extrêmement importantes pour les émissions, directement sont touchées, qui ne sont pas que le transfert au transport collectif. Je pense qu'il faut qu'on ait dans notre gamme de palettes, dans la réaction face aux émissions, on ne peut plus aujourd'hui dire simplement que ça va être notre transport collectif urbain il peut faire des choses très fortes sur le RER, mais dans une large part, on a d'autres modes d'intervention collectifs où l'État met sa part. Et le tout dernier point, ça a été cité, c'est effectivement le fret. Bon, mais le fret, c'est plus pour les émissions en général que pour les ZFE, sauf le fret urbain, la distribution. Et là aussi, on travaille tous. Et là, je pense collectivement à ce qu'on peut faire pour éviter, alors avec toutes les nuances qu'on peut imaginer, entre la petite camionnette, le plombier, pour là aussi réduire ses propres émissions, parce que lui, on ne le mettra pas dans une camionnette, entre guillemets, de transport collectif. C'est du transport, j'allais dire, presque individuel. Donc, c'est vraiment le package global. Et chaque collectivité engageant les ZFE, j'entends bien, sait aussi ou a préparé ou s'est fait aider par l'ADEME pour avoir des plans qui ne sont pas uniquement les plans transport collectif du passé, c'est-à-dire qu'on n'est pas simplement, c'est pas blanc ou noir, voiture et transport collectif, c'est vraiment le système de la mobilité, des voyageurs et des marchandises qu'on peut faire. Merci. En fait, on est en plein débat aussi sur la conférence citoyenne pour le climat et cette conférence pourrait quasiment s'intituler aussi les enjeux d'un plan de relance écologique. Christophe Fanichet, est-ce que la perspective de l'interdiction des vols aériens quand il y a des solutions alternatives à moins de 2h30, est-ce que ça peut vous aider un petit peu? Est-ce que vous avez fait des simulations là aussi sur un certain report modal? Alors aujourd'hui, vous savez, sur le sujet du report modal, sur le transport aérien versus le transport ferroviaire, moi je parlerais plutôt de complémentarité entre l'aérien et le ferroviaire. D'abord, tout simplement parce que les Français, lorsqu'ils ont le choix de prendre soit un train, soit un avion, de plus en plus, lorsque les distances sont courtes en train, et on parle de 2h30, c'est souvent qu'ils prennent tout simplement le train. On l'a vu d'ailleurs avec l'ouverture de la ligne Paris-Strasbourg, où plus de 90% des voyageurs entre Paris et Strasbourg prennent d'ores et déjà le TGV. Ce point est pour nous important, mais je dirais que c'est peut-être aussi la simplicité. Moi, je parle surtout de complémentarité. C'est les travaux que nous faisons avec les compagnies aériennes. C'est le travail qu'on fait avec Air France. Je pense qu'aujourd'hui, il faut plus parler de complémentarité des modes plutôt que de les opposer. Et comme on le dit souvent avec Marc Papinutti, la complémentarité des modes, ça passe de la marche à pied, le vélo, le transport collectif urbain, et puis on va jusqu'au TGV, et après du TGV, on prend l'avion. C'est bien ces complémentarités, et je pense qu'on n'est pas dans les oppositions. Tout le monde essaye de nous opposer. Je pense qu'on est vraiment dans un travail de complémentarité. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire que mon principal concurrent, c'est la voiture, bien avant l'avion.
Jean-Charles Coulas, vous qui êtes un militant écologiste depuis de très nombreuses années, c'est finalement c'est une bonne nouvelle que de voir que le plan de relance prend à ce point des accents écologistes finalement. Waouh. Je vais être un peu moins optimiste que vous, Gilles. On a parlé de ferroviaire. Alors moi, ce qui m'intéresse essentiellement, c'est les transports du quotidien, quels que soient les modes, effectivement, des modes actifs jusqu'au service express métropolitain ou RER métropolitain. Mais un mot quand même. Sur la métropole de Lyon, en particulier, on a le nœud ferroviaire lyonnais. Ça fait 25 ans qu'on en parle. Je ne renvoie pas à l'étude de Marilyn Maud de 2011. On a perdu 6 ans simplement en délai de procédure par le fait que l'État n'a pas lancé les procédures à temps. Et aujourd'hui, SNCF Réseau nous dit les premiers travaux, les premiers aménagements seront livrés dans 15 ans. Et sans ces travaux, on ne peut pas développer le service express métropolitain, on ne peut pas augmenter le fret ferroviaire. On avait 300 trains de fret par jour qui passaient par la métropole de Lyon il y a 15 ans, il y en a moins de 60 aujourd'hui. On a tout remis sur les camions et ça, c'est une politique d'État, c'est pas une politique de la métropole. Donc, je suis très inquiet. J'entends les accents des discours. Dans les actes, malheureusement, depuis 10 ans, je vois exactement le contraire. Donc, et je m'adresse à M. Fanichet, le transport ferroviaire, c'est un élément essentiel, y compris dans le transport du quotidien. Il n'y a pas que le TGV, et je pense même que c'est un enjeu essentiel de redonner la confiance dans les TER et dans les futurs services express métropolitains. Sur la métropole de Lyon, on n'est plus dans, et dans plein de métropoles de France d'ailleurs, on n'est plus dans les études que veut lancer l'État. Les études, on les a faites. On a même fait les études de travaux, on a fait les études socio-économiques. On est prêt à lancer les travaux. Sauf qu'effectivement, on n'a pas les moyens, on a des baisses de recettes liées à la crise, et en plus, on n'a pas une réelle politique de l'État. Alors, sans parler du fait que ce sont aujourd'hui les régions qui sont autorités organisatrices, c'est que nous avons effectivement la chance sur la région Auvergne-Rhône-Alpes d'avoir une autorité organisatrice qui n'est pas encore très dynamique dans ces transports du quotidien du ferroviaire. Donc vraiment pour moi il y a des enjeux et pour l'instant il faut qu'on sorte des discours et qu'on soit dans les actes et on n'est vraiment pas dans les actes depuis ces dernières années. Marc Papinutti, vous entendez J'entends la durée des projets ferroviaires que je connais malheureusement bien ou heureusement bien. J'entends aussi deux choses qui ont été dites. On est tous conscients, je pense, que pour le transport métropolitain, le ferroviaire, les TER sont un enjeu extraordinairement important. Extraordinairement important avec les accès aux gares. Enfin, le nœud ferroviaire lyonnais, je devais être dans les études aussi à ce moment-là ou dans les infrastructures à ce moment-là, on le sait. On sait aussi une deuxième chose, et je pense qu'il faut tous qu'on le partage, c'est cette complémentarité dont on parlait. C'est-à-dire que en complément de ça, c'est pas simplement le nœud ferroviaire, sauf pour le très très massif, mais il faut qu'on trouve toute l'articulation. Là aussi, on a beaucoup évolué, je pense, les parkings de rabattement, le stationnement vélo à côté des gares, etc. Et on continue. Je pense que si on ne continuait pas, on ferait une grosse erreur. Mais il y a une programmation, ça c'était dans la LOM, ça fait à peine un an qu'elle est votée, c'est même pas encore l'année de la LOM, on a mis des programmations long terme sur ces sujets-là, puisqu'on sait très bien que si on ne fait pas sur le long terme, étant donné la durée des projets, on n'y arrive pas. Dernier point, c'est ce jeu des AO, vous l'avez cité, l'honorable représentant lyonnais, ce jeu des AO est essentiel pour demain. On le sait très bien, c'est-à-dire que sur l'articulation, peut-être même d'ailleurs sur les voies réservées, moi je vois bien une région qui peut intervenir avec évidemment les communautés, les grandes métropoles ou les communautés, parce qu'on sait très bien que ça va toujours de plus en plus loin. C'est-à-dire que un transport entre Saint-Étienne et Lyon, c'est pas que du transport régional, c'est aussi un des transports de deux métropoles. Des transports, la taille de l'agglo, ce sont des vieux débats qu'on a eu dans les AO sur la taille et l'extension. Aujourd'hui, avec la LOM dit, il y aura toujours une couverture par une autorité de la mobilité pour tous les territoires. Mais c'est aussi parce que tous ces territoires, si on ne prépare pas les choses à l'extrémité, les gens ils se rabattront toujours dans la banlieue de la métropole en véhicule individuel. Et donc il faut aussi gérer cette complémentarité. Je reviens à mes petits gadas aussi, mais il faut pouvoir avoir du covoiturage pour aller à un endroit ou avoir une complémentarité.
Merci. Vous évoquez sinon cet effacement des frontières institutionnelles, en tout cas la réduction des conflits entre AO, parce que le voyageur, lui, fait du bout en bout. Christophe Anichet, chez SNCF Voyageurs, l'équivalent de cet effacement des frontières, c'est une meilleure articulation entre TGV, TER, Intercité, voire d'autres modes de transport, ce qui parfois n'a pas été le cas au sein de SNCF. Oui, c'est tout à fait exact. Enfin, et pour rebondir sur le propos de Jean-Charles Coullas, bien évidemment, il n'y a pas que le TGV. Je dirais même qu'il y a beaucoup de TER aujourd'hui qui circulent, en particulier dans toutes les régions. Et je salue d'ailleurs tous les présidents de région qui ont bien évidemment maintenu un plan de transport généreux pour conserver justement ces habitudes de mobilité vertes. Pour répondre à votre question, Gilles, nous, le travail que l'on fait, c'est qu'il faut qu'on facilite l'accès à cette mobilité partagée. Et pour ce faire, nous avons lancé un nouveau chantier avec la simplification de nos applications. Et cette simplification, elle va aller jusqu'à le fait qu'on n'ait qu'une seule application à la fin de l'année 2021, justement pour essayer d'y répondre et essayer d'organiser au mieux ces complémentarités de bout en bout, allant jusqu'à la marche à pied, bien évidemment. Merci beaucoup. Une dernière question pour la route, si on reprend l'expression consacrée, mais je ne sais pas ce qu'on pourrait imaginer pour notre secteur des mobilités alternatives à la voiture. En tout cas, une dernière question. Est-il prévu des aides spécifiques, Marc Papinutti, pour l'innovation dans le secteur bus ou train à hydrogène? Alors, sur l'hydrogène, il y a tout un plan hydrogène et qui incorpore aussi, parce que pour être très clair, il y aura le renouvellement d'un certain nombre de transports régionaux, de matériels de transport régionaux, et on peut imaginer là aussi que par rapport au modèle classique de l'autorail en grande série qui a été commandé au moment de la décentralisation des transports régionaux, à son renouvellement, il y a d'autres systèmes. Et on pourrait dire qu'il y a deux blocs qui se travaillent aujourd'hui. Le premier bloc, c'est évidemment des équipements hydrogène pur et dur ferroviaires. Et le deuxième bloc, c'est d'avoir des trains plus légers et qui incorporent aussi des nouvelles motorisations. Je ne pense pas, après tout ce qu'on soit dit, que ce soit très facile de dire que le renouvellement du matériel se fasse avec des trains diesel dans 10 ans ou aucune nouvelle motorisation dans les années à venir. Donc, il y a des plans qui sont prévus sur ce sujet et des aides. On est en train de monter les choses et c'est évidemment de l'innovation et c'est peut-être à trouver le bon cheminement. Mais quelque part, je vois que les cheminements sont plus rapides dès qu'on dit qu'on va le faire tous ensemble. C'est-à-dire que dès que les filières se structurent et s'organisent, c'est vrai aussi pour les bus, c'est vrai pour les camions, c'est vrai pour les voitures. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut retenir de vos débats qu'il y a une inquiétude sur le court terme, comment passer les effets de cette crise, aussi bien pour une AO comme la métropole de Lyon et le Citral que pour SNCF Voyageurs, non seulement avec ses TGV, mais avec l'ensemble de ses offres. C'est vrai aussi pour un industriel comme Iveco. Il y a beaucoup d'inquiétudes sur le court terme, mais manifestement, vous êtes tous désireux de construire une mobilité de moyen ou de long terme plus respectueuse de l'environnement. Merci pour ces échanges. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous donne rendez-vous avec ma collègue cet après-midi pour deux conférences sur le MaaS et les données et la deuxième sur le vélo en intermodalité. Et puis sinon, encore 3 conférences demain. Le matin sur la concurrence. On n'en a pas parlé, Marc Papinutti et Christophe Anichet, mais la concurrence ferroviaire sera l'objet d'une conférence demain matin. Une deuxième sur la concurrence en Île-de-France. Et puis pour clôturer ces 7 conférences, demain après-midi, une conférence sur la sûreté. Voilà, merci à tous les 4. Bonne fin de journée et à tout à l'heure pour la suite de ces conférences de European Mobility Expo 2020. Merci à vous. Merci à toutes et à tous. Au revoir. Merci.